Normalement, l'enregistrement a démarré. Ok, eh bien, bienvenue, hein. Donc, bonjour à toutes et tous. C'est un plaisir donc de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de ce web café organisé en partenariat avec la BPGO et sa filiale donc Pramex. Les clés pour une implantation réussie en Espagne en 100 jours. Donc, tout d'abord, avant de débuter, je voulais vous donner, enfin, dire quelques mots sur le WTCRN Bretagne. Donc, on est un club hein, opérationnel piloté pareil pour des chefs d'entreprise, une plateforme d'information et de mise en relation entre entreprises et acteurs de l'international sur deux niveaux, donc le niveau local et le niveau mondial. Donc, au niveau mondial, on fait partie d'un puissant réseau d'affaires, d'opportunités d'affaires, implanté dans 92 pays, 300, un peu plus de 300 World Trade Center à travers le monde, dont 10 en France, ce qui représente 1 million d'entreprises interconnectées. L'idée, c'est de vous apporter des contacts utiles, faciliter des mises en relation, soit avec des entreprises membres de certains WTC, soit aussi avec un réseau mondial d'experts identifiés au fil des années en France et à l'étranger. Je pense typiquement à Pramex, hein, par exemple, avec qui on a pu faire plusieurs webinaires et puis aussi des ateliers, notamment les derniers, je pense à l'Inde, par exemple, qu'on avait pu faire l'année dernière. Au niveau local, donc le WTC est un club. Donc encore une fois, on offre des opportunités d'affaires, mais surtout nous organisons régulièrement des ateliers. Alors des web cafés. Le web café, c'est ce qu'on a aujourd'hui. C'est généralement les formats plus courts, donc en ligne. Et l'idée est de parler d'un sujet vraiment spécifique. Là pour le coup sur l'Espagne. Mais on a pu faire des web cafés aussi, permettant à des membres de se présenter et de présenter leurs activités. Donc, ateliers, web café, table ronde, conférences, visites d'entreprise, English Networking Lunches, des opportunités matchmaking également. Et puis tout récemment, on a également un business center, donc situé en centre-ville de Rennes, aux côtés de l'école Ferrandi, où on a trois bureaux en location flexible et deux salles de réunion sur une gamme plutôt premium. Donc, présent aujourd'hui, nous avons donc Philippe Jiquel et Alain Le Tacon, chargés d'affaires internationales à la BPGO. Diego Dacaret Pintos, Managing Director pour l'Espagne pour Pramex International. Et Rimbo Carani, le délégué régional pour Pramex International. Donc, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui et je vais passer la main à Philippe. Philippe, si tu peux nous dire quelques mots sur la BPGO, sur ton rôle et celui d'Alain, et puis également sur ce qu'on peut faire, ce qu'on a pu faire ensemble ces dernières années et ce que on espère continuer également avec la BPGO pendant longtemps. Très bien, bonjour à tous. Donc Philippe Jiquel, Banque Populaire Grand Ouest. Assiste à la réunion également Alain Le Tacon. Nous sommes chargés d'affaires à l'international pour la Banque Populaire Grand Ouest. Banque Populaire Grand Ouest est partenaire du WTC de Rennes-Bretagne. Et effectivement, l'objectif, c'est effectivement de travailler et de se coordonner en fait sur tous les sujets à l'international, notamment un peu des sujets d'actualité. Donc on accompagne le WTCRN depuis pas mal d'années et donc Banque Populaire Grand Ouest, donc une banque tournée vers l'entreprise, hein, le groupe Banque Populaire, première banque des entreprises. Donc on est présent sur l'ensemble du territoire et sur le Grand Ouest, sur la Bretagne notamment, mais sur la Normandie et les Pays de la Loire également. Et voilà, au niveau international, on accompagne tous les sujets liés à l'international, soit à la fois les opérations de flux bancaires, tout ce qui va être garantie, crédit documentaire, sécurisation des opérations. Et au niveau de nos partenariats, en tout cas, on est très proche de Pramex qui est présent aujourd'hui, en tout cas représenté par Rimbo Carani qui est notre interlocuteur en local. Et donc Pramex qui va se présenter plus en détail, mais qui accompagne tous les sujets, notamment d'implantation et de gestion de filiales. Et on a travaillé également avec un autre réseau qui est plus dédié au business développement, donc au développement commercial sur la majorité des pays du monde, et qui travaille également sur de la diversification de sourcing. Donc ça, c'est des sujets que Alain et moi ouvrons régulièrement avec les entreprises. Donc ça, c'est des sujets pour lesquels nous sommes à votre disposition également. Voilà, je vous souhaite une bonne réunion à tous. Merci Philippe. Rimbaud, je te laisse la main.
Ah, je suis désolé, il y a un petit peu de bruit qui. J'avais ouvert la fenêtre et à ce moment, il y a du bruit. Donc, je suis le responsable, le délégué régional de Pramex. Alors, je rebondis sur ce que Philippe disait. Alors, si on n'a pas un partenariat avec BPGO, nous sommes une filiale de Banque Populaire Caisse d'Épargne, donc on n'est pas partenaire. On appartient à la même maison. On va parler d'Espagne, donc je vais aller très vite. Mais aujourd'hui, on veut vous parler d'Espagne. On croit beaucoup dans ce pays. On y est depuis des années. On a une très belle équipe et on a un vrai savoir-faire là-bas pour vous accompagner et on accompagne des dizaines de clients depuis longtemps. Juste ce qu'on va vous raconter aujourd'hui, on est aussi capable de le faire certainement moins brillamment que Diego va le dire, mais dans d'autres pays, en Allemagne, au UK, en Italie, en Pologne, Tunisie, Maroc, Singapour, Chine, Hong Kong, Inde, Brésil, États-Unis. Voilà, c'est un peu le même principe. On fait de la croissance externe et on fait de la création et de la gestion de filiales avec, vous allez tout de suite l'écouter, des gens qui sont capables de vous parler de ces choses-là en français. C'est une des forces vraiment qu'on défend. On parle français et on connaît la France pour les gens qu'on met face à nos clients. Voilà, j'en ai fini. S'il y a un sujet, vous avez l'email de Diego et le mien. On vous laissera revenir vers nous. On sera très heureux de vous parler. Et maintenant, je laisse la parole à Diego pour vraiment qu'on rentre dans les détails de l'Espagne. Et avant que Diego Ah, commence, je voulais simplement, merci beaucoup Rimbaud, merci Philippe aussi pour vos intros. On est sur donc une présentation, hein. Bon, le format est toujours compliqué pour lancer des dialogues, mais quand même, l'idée c'est que Diego donc défile sa présentation et puis après qu'on ait un temps d'échange, questions-réponses. Si des participants ont déjà travaillé avec l'Espagne, n'hésitez pas à vous manifester, à rebondir sur ce que Diego va évoquer. L'idée, encore une fois, c'est de créer ce dialogue. C'est vraiment ce qui nous différencie de beaucoup de réseaux qui existent ou beaucoup d'institutions accompagnement à l'international. C'est ce côté justement club, échange, partage, réseautage, témoignage. En toute bienveillance, bien entendu, donc il n'y a pas de mauvaises questions. Et puis en toute convivialité, alors là, on est sur un café virtuel, mais ce serait toujours un plaisir de vous accueillir pour un café dans nos locaux à Rennes. Diego, je te passe la main. Merci Nicolas et merci à tous. En effet, je vais passer la présentation assez rapidement pour pouvoir échanger par la suite sur les questions-réponses. Et voilà, donc de mon côté, moi, enfin, je dirige Pramex depuis une quinzaine d'années. C'est une filiale qui a beaucoup grandi ces dernières années, dans une équipe de plus de 20 personnes. On accompagne plus de 150 clients. J'ai eu la chance de travailler en France, aux US, en Angleterre et par la suite en Espagne. Donc, je pense aussi pouvoir comparer. Et quand je parle de l'Espagne, je parle aussi en connaissance de cause sur d'autres pays. Donc, peut-être que c'est intéressant aussi de situer l'Espagne dans le contexte. Donc, je commencerai la présentation par un bref contexte et puis en effet aller dans le concret sur les 100 jours de l'implantation. Je vais donc présenter euh, ici les diapositives. J'espère que ça va bien fonctionner. Ça Donc, marche bien. excellent, excellent. Vous voyez bien la présentation, hein, Nickel. excellent. parfait. Parce que curieusement, il y a le deuxième écran qui s'est activé par ici. Bon, j'y vais. Donc, Rimbaud et moi-même, nous nous sommes présentés. Donc, petit contexte de marché, les étapes de la création, la partie RH qui est très importante. On va couvrir brièvement la partie comptable et fiscale, financière donc, et pour vous proposer une checklist. Par la suite également, on pourra vous partager en fait, enfin j'enverrai ça à Nicolas, un livre blanc qui résume tout cela euh, proprement. Donc, avant de vous implanter, en fait, je pense que c'est important de situer ce marché espagnol qui est un marché donc magnifique. On le définit comme un grand marché de proximité avec une grosse économie diversifiée, hein. C'est parmi les 15 économies mondiales les plus grandes et un acteur significatif en Europe. Vous savez tout ça. C'est une porte d'entrée vers l'Amérique latine aussi. Il y a des stratégies qui font passer par l'Espagne, ces projets français, et un coût de main-d'œuvre encore très compétitif, en fait. Par exemple, 44 euros en France contre 24 en Espagne pour euh, des profils techniques, industriels ou services. Grosse infrastructure,
un des premiers réseaux ferroviaires de grande vitesse. Donc, c'est très attractif finalement pour des sociétés françaises. On est le 3e pays d'implantation, 3000 filiales qui emploient plus de 400 000 personnes. Donc, on est vraiment sur des autoroutes d'affaires, hein, dans ce qui concerne en fait l'Espagne. Donc, l'Espagne vit, enfin après avoir connu pendant le Covid en fait une époque un peu plus dure en fait comparée à la France. Hein, la France est la ligne verte. Donc c'est une économie assez souple. Donc quand ça va mal, ça va plus mal, et quand ça va bien, ça va beaucoup mieux. Aujourd'hui, c'est vraiment en 24, c'est l'économie de l'OCDE qui a le plus cru. C'est une belle performance de l'Espagne qui rattrape un peu son retard pris pendant la crise Covid. Un marqueur, un beau développement du marché du M&A, en fait, avec énormément d'acquisitions françaises réalisées. Je pense que c'est un beau marqueur parce que c'est un marché mature, un marché aussi qui devient plus sophistiqué avec beaucoup plus de transactions, en fait, même pour les petites sociétés. Donc aujourd'hui, l'acquisition de sociétés qui était un peu moins pratiquée avant, comme vous le voyez dans ce graphique, est aujourd'hui extrêmement plébiscité. C'est un très bon moyen de rentrer dans le marché parce qu'il y a des sociétés constituées, c'est un marché mature, même si compétitif. Et puis il y a d'autres marqueurs comme par exemple les grands projets Greenfield en fait qui se développent également en Espagne, basés notamment sur une compétitivité prix du travail, hein, et une certaine souplesse comme on verra. Donc donc c'est très bien, c'est beau, c'est en croissance, les gens sont sympathiques, très bien formés, mais il y a quand même un point d'étonnement quand on rentre. Enfin, je commence un petit peu peut-être par une partie des points d'étonnement. Donc, un marché de prix. L'Espagne, c'est prix, prix et prix. C'est vraiment, il faut être très compétitif. En retail, par exemple, Mercadona, qui a 30% du marché, c'est basé sur le prix. Donc, c'est un marché extrêmement sensible au prix. Le PIB per capita, enfin, le pouvoir d'achat est bien moins important qu'en France, même si on vous rattrape. Il faut vraiment prendre en compte ce sujet quand on s'implante. Il y a une lourdeur du processus de création, il y a un système garantiste, beaucoup de notaires un peu partout, c'est vraiment un peu bureaucratique, ça c'est la réalité, hein. Il y a le régionalisme espagnol qui joue le rôle, il y a la Catalogne, le Pays Basque, l'Andalousie, c'est des parlements locaux, il y a des lois locales. Donc, en fonction de votre business, il faudra vraiment adapter ou pas. D'ailleurs, il y a des sociétés qui fonctionnent très bien sans besoin d'adaptation parce qu'elles ont une activité totalement ibérique. Mais si votre activité, c'est le retail par exemple, vous devrez en effet vous adapter avec des contraintes locales comme mettre des intitulés en catalan ou en basque. Le préavis, c'est 15 jours, donc c'est pas 3 mois, hein, donc c'est beaucoup plus rapide. Puis après, la feuille de paie est plus simple. Ou par exemple, il n'y a pas de complémentarité entre le système de santé publique et privé. Donc, c'est deux systèmes différents. Et le système, et le licenciement est plus souple, mais à 33 jours c'est barémé, les indemnités de licenciement sont barémées. Donc, ça fait partie un petit peu des points d'étonnement usuels de la part de nos clients quand ils s'implantent. Ils doivent gérer des implantations, doivent gérer des ressources humaines, en fait, hein. Donc, aujourd'hui, pour la création, c'est un processus qu'il faut anticiper. Le message, vous aurez le livre blanc, vous verrez toutes les étapes. Je ne vais pas vous assommer avec toutes les étapes maintenant, mais en gros, encore, exporter de l'information juridique en France vers l'Espagne, ça implique un processus qui passe par un notaire en France, qui passe également par la suite par un notaire en Espagne. C'est un processus où on doit identifier les personnes physiques, c'est un processus comme en Italie, comme en France et en Espagne. Il y a un registre du commerce, on publie les bénéficiaires effectifs, les administrateurs, les comptes dès le premier euro. Et en effet, il faut donc passer par là et il faut, même si cela peut être beaucoup plus rapide, nous constatons que nos clients vont prendre plutôt 4 à 5 mois à passer toutes les étapes parce qu'il faut passer devant le notaire en France, il faut par la suite apostiller ces documents, il faut faire des traductions assermentées, il faut peut-être venir aussi pour que la banque vous voie en personne pour faire le KYC, le Know Your Client. Et tout cela, en fait, entre une chose et une autre, ça va prendre un peu de temps. Donc, si vous avez des projets en Espagne,
pour recruter peut-être une équipe ou vendre vos services. Prenez-vous à l'avance, même si en théorie, la création d'une filiale est plutôt rapide. Dans la pratique, en effet, nos clients vont tarder beaucoup plus. Nous, bien évidemment, on peut vous aider dans le processus et l'accélérer, mais il y a des délais incompressibles. Donc, nos clients s'implantent en Espagne surtout pour recruter. Et c'est vraiment le point de douleur, je dirais, le plus important qu'il faut franchir. En fait, c'est quand même des pratiques un peu différentes. Donc, pour la mise en place, on a besoin vraiment comme en France, en fait, de montrer patte blanche vis-à-vis de la prévention des risques. Il faut obtenir un code employeur. Il y a quand même une infrastructure, je dirais, administrative et juridique à mettre en place. C'est pas si compliqué que ça, mais il faut le faire. Et par la suite, en effet, gérer le personnel. Les points, je dirais, de différence, c'est que par exemple, le statut cadre, en effet, en Espagne n'existe pas en tant que tel. Tous les employés, qu'ils soient dirigeants ou employés ou administratifs, doivent enregistrer leur temps, doivent badger sur une plateforme informatique dont le service de l'emploi va avoir accès. Donc c'est important en effet de passer ce cap et parce que c'est obligatoire. Donc, après, il y a un registre des salaires pour montrer les différences entre les hommes et les femmes, et voire mettre en place un canal de dénonciation. C'est des sujets qu'il faut vraiment mettre en place quand on s'implante. Et au niveau global, il faut bien définir sa politique RH. Est-ce que mes employés en Espagne ont les mêmes bénéfices qu'en France, ou est-ce que je gère la filiale espagnole de façon totalement indépendante? En Espagne, c'est l'accord de branche qui va définir une partie des bénéfices des employés. Donc, il faut vraiment se l'approprier, en fait, comme par exemple les augmentations liées à l'inflation. Et c'est vraiment quelque chose où nous, en effet, on aide nos clients à bien comprendre des accords de branche, mais c'est quelque chose qu'il faut aussi s'approprier afin de prendre les meilleures décisions en ligne avec le cadre légal, les sources de loi qui sont le code social, enfin les statuts de los trabajadores et les accords de branche. Il y en a 2500, il y en a qui sont régionaux, il y en a qui sont nationaux. En fonction de votre activité, on va définir le bon accord de branche. Donc, puis au niveau de, je pense qu'un point également à anticiper, c'est quand vous allez licencier. Malheureusement, c'est un moment inévitable, quasi inévitable de la vie d'une société. Il faut en effet octroyer des pouvoirs en fait à quelqu'un pour vous représenter auprès des prud'hommes. Et c'est des choses qui s'anticipent. Vous avez compris que pour la création de la filiale, il fallait un peu de temps parce qu'on passe devant notaire, on apostille, on fait une traduction assermentée pour que le fonctionnaire espagnol vous comprenne. Et c'est la même chose pour octroyer des pouvoirs. En effet, aujourd'hui, pour l'instant, on n'a pas de façon agile, même s'il y a certains processus qui peuvent être faits par le certificat digital, qui est vraiment le sésame qui nous permet d'opérer. Tout n'est pas digitalisé, tout n'est pas totalement, je dirais, digitalisé. Donc, il faut s'attendre à une bureaucratie où le papier, les pouvoirs notariés en physique sont encore totalement en vigueur. Au niveau fiscal, bon, je rementionne le certificat digital, c'est un petit programme de l'administration qui vous permet de dialoguer avec la sécurité sociale, avec le fisc, avec pardonnez-moi, les autorités de trafic, enfin, circulation, la VGT. Il y a un sujet de numéro de TVA intracommunautaire qui n'est pas facilement obtenable. Enfin, il est souvent assujetti à une inspection afin d'éviter les sociétés fantômes ou sans activité, la fraude contre la TVA. Donc, il faut anticiper cela, ça prend un peu de temps. Rendre son compte en banque opérationnel requiert souvent une visite de la part de l'administrateur ou du fondé de pouvoir, question que la banque soit certaine que vous êtes bien vous-même. Et à la différence de la France, la banque ne peut être opérée que par le fondé de pouvoir, ayant pouvoir notarié. Donc, certes, on peut octroyer des accès consultatifs à vos experts comptables, à Pramex, mais en effet, il faut des pouvoirs notariés pour pouvoir opérer la banque. Ça, c'est un point d'étonnement de nos clients. Donc,
L'exercice comptable ne peut être que de 12 mois. Hein, donc, dans certains pays, on peut faire des exercices à 18 mois pour le premier exercice. Mais ici, en effet, en fonction de la date de go live de votre filiale, il faudra prendre en compte le bon exercice. Et surtout anticiper le financement de la filiale. Après, ici, c'est vraiment, certes, des apports en compte courant. On peut imaginer que la Banque populaire a financé ou vous a aidé à financer la société française, qui est bien capitalisée et bien financée pour entamer les projets de développement international. Donc cette filiale, au début, elle va consommer du cash et elle ne sera pas sujette à crédit localement. Donc, en fonction de votre business plan, il faudra anticiper de la financer pendant un certain temps. Et il ne faut pas penser que les banques espagnoles vont vous octroyer du crédit facilement. C'est plus restreint, c'est plus difficile. Et il faut avoir plusieurs exercices, plusieurs bilans pour pouvoir en effet qualifier pour être sujet de crédit. Donc, et cela va avec l'autre point, c'est-à-dire certains secteurs ont des délais de paiement, comme l'État, enfin le secteur public des hôpitaux, le BTP. On peut constater en effet que la loi de modernisation de l'économie n'était pas produite et que on parle toujours de 180 jours et c'est compliqué dans ces secteurs. Il faut financer un bon besoin en fonds de roulement. Donc en effet, c'est une bonne pratique de bien gérer ces termes de paiement, ces conditions de crédit aux tiers. Donc après, bon, il faut, comme en France, souscrire des assurances de responsabilité civile. Il faut gérer peut-être aussi la délégation de pouvoir si vous voulez que d'autres personnes vous accompagnent. Et bien évidemment, nommer un auditeur si vous le souhaitez, ou bien si vous remplissez les conditions d'avoir plus de 50 employés, plus de 5,7 millions de chiffre d'affaires ou 2,85 enfin de 2 850 000 euros de total bilan de conditions sur 2 ans. Donc voilà, on a en un clin d'œil, hein, je fais rapide sur la partie comptable fiscale et administrative. Donc on vous propose une checklist, donc à la fin du livre blanc qu'on va vous envoyer, retransmettre. Donc être bien conscient de l'accord de branche, obtenir le numéro employeur, bien choisir une mutuelle, déclarer votre activité, bien évidemment, et bien penser à la délégation de pouvoir, notamment pour opérer cette filiale. Il faut dire aussi que nous, en tant que Pramex, en fait, ou bien dans les bonnes pratiques de gestion d'une filiale, il faut toujours avoir un tiers de confiance. C'est-à-dire, quand vous donnez les pleins pouvoirs au country manager, parfois, il va mettre peut-être quelqu'un de connu, en fait, pour la gestion de la paye ou la gestion comptable. Et si par hasard, et c'est pas rare, en fait, il devait avoir je dirais des différences dans la gestion de la filiale ou tout simplement licencier la personne, le fait d'avoir mis tous les œufs dans le même panier, ça peut être compliqué. C'est-à-dire que finalement, il faut que le siège, il faut que la maison mère française, il faut que la société française contrôle quand même un certain nombre de paramètres de la filiale espagnole. C'est pour ça que la question des pouvoirs et la gouvernance de la filiale est importante à prendre en compte. Donc voilà, Pramex en Espagne, c'est 20 collaborateurs multiculturels, 150 sociétés accompagnées, plus de 10 000 feuilles de paye établies pendant l'année et surtout une envie de vous accompagner tous les jours avec nos merveilleux profils francophones qui sont Aline, Victor, Paz ou Annabelle. Voilà, je ne parle pas de nos clients, qui sont nombreux. Et donc, je vous laisse la main, je vous passe la main aux questions, si vous en avez, et à Nicolas. Merci beaucoup, Diego. Effectivement, présentation intéressante et c'est vrai, tu parles à la fois de Pramex comme entité qui accompagne sur ce marché-là, mais c'est également une relation de long terme. Je vois, on a déjà eu, je connais assez bien Pramex en Inde également, et effectivement, lorsque j'en ai su un peu plus, il y a tout ce processus de gestion de paie, d'être présent justement à chaque étape du développement de l'entreprise. Donc, je trouvais ça assez intéressant à mettre en avant. Alain, je sais que tu avais une question que tu as mis dans le chat. Je te laisse la poser. Et n'hésitez pas, pendant ce temps-là, je parle aux participants,
à poser une question à Diego. Oui, ça concernait les ouvertures de comptes en banque, compte tenu de l'historique de Pramex en Espagne. Est-ce qu'il y a des banques préférées de Pramex où c'est plus facile pour les nouveaux entrants français? Et en fonction des régions également, est-ce qu'il y a des différences? Oui. euh, au niveau des régions, il n'y a pas de différence. La banque leader est d'origine catalane, ça s'appelle la Caixa et c'est le leader domestique en Europe. L'Espagne compte, on a des banques très très grandes comme Santander, hein, c'est un peu de la taille de BNP. On a BVUVA, c'est une très grande banque, très technologique également. Ce qu'il faut savoir, c'est que la banque française s'est retirée du retail espagnol. On a eu 200 ans de banque française en Espagne et il n'y en a plus en fait, hein. On n'a plus de vrais réseaux avec des vrais bureaux, enfin des agences, pardonnez-moi. Et donc, c'est Abanca qui a repris ce qu'on appelle le French Desk, enfin des professionnels français dans la banque. Et nous, on travaille plutôt bien avec des banques qui s'adressent plutôt aux PME, en fait. Donc, les banques qui s'adressent aux PME, c'est Abanca, c'est Sabadell, une banque catalane également. Donc, on est toujours dans le top 10 des banques, mais c'est des banques qui sont plutôt adaptées, qui ont envie de travailler avec des PME, en fait, hein. Sachant que dans certaines de ces banques, on a des interlocuteurs qui parlent français. Donc aujourd'hui, le groupe BPCE n'offre pas des services de banque day-to-day, hein. En Espagne, on a des services de leasing, par exemple, ou de banque d'affaires, mais on n'a pas de day-to-day banking. Et c'est pour ça que nous, Pramex, on est des conseils indépendants, hein. Malgré notre appartenance au groupe, on doit vous conseiller en toute indépendance et on va vous router vers des partenaires bancaires locaux qui, à ce moment-là, sont le plus adaptés à couvrir vos besoins. Et ça dépend du secteur, ça dépend de votre implantation, si c'est à Malaga, si c'est à Madrid, si c'est au Pays Basque. Donc on a un réseau en effet assez ample de partenaires bancaires qui peuvent vous dépanner à un moment donné, sachant que les néobanques aujourd'hui ne vont pas pouvoir couvrir l'ensemble des besoins. Par exemple, la domiciliation pour le paiement de la sécurité sociale, de vos charges sociales, ne pourra pas être assurée par ces banques. Et donc, il faut vraiment travailler avec des banques étant référencées par les administrations, ayant pignon sur rue. Et c'est pour ça, voilà, que nous avons un petit réseau de banques espagnoles qui peuvent vous accompagner, toujours dans une logique de partenariat institutionnel avec le groupe BPCE, mais euh, euh, on repose, il faut dire aussi, notamment sur des personnes qu'on sait qui vont réagir et à des endroits où moi je suis, je dirais, quand ça répond pas, j'y vais en personne. Je rentre dans l'agence et je vois qui peut dépanner mon client parce que peut-être la personne est en vacances ou a pris des congés. Donc là, on rentre vraiment dans le pratico-pratique de la relation d'affaires en B2B. Donc l'idée, c'est d'accompagner nos clients sur également cette partie en nous adaptant aux besoins de financement, aux besoins d'accompagnement opérationnel, en fait. Mais les sociétés françaises vont plutôt être financées en France, en fait, hein, pour leur projet de développement international, il faut dire aussi. Merci Diego. J'avais quelques questions au niveau interculturel, mais avant ça, je vois qu'on a plusieurs secteurs représentés autour de la table. Donc Alain a très justement parlé du secteur bancaire. Mais je vois qu'on a le secteur de la logistique, on a des solutions de logiciels, on a de l'assurance, on a Mhm. du manufacturing de machines industrielles, on a de la formation. Donc là, c'est quelques secteurs qui sont autour de cette table. Est-ce que tu as des spécificités, peut-être des choses à évoquer selon ces secteurs? Donc, Oui, comme je dis, on a logistique, formation, solutions de logiciels, oui, oui. machinisme industriel et assurance. Enfin, ce qui couvre tous les secteurs, c'est le prix, en fait. C'est dans l'adaptation, en fait, du service ou du produit, il faut vraiment penser au prix. C'est-à-dire, il ne faut pas venir en Espagne si on n'a pas benchmarké les prix, en fait, du secteur. Parce que parfois, nos clients vont se prendre les doigts dans la porte, en fait. Donc, la formation, par exemple, connaît un boom de l'investissement et,
Et il y a eu des opérations de grande envergure, certaines animées par des acteurs français dans la formation. Et il y a les acteurs usuels de la formation, comme Segos, qui opère en Espagne. Donc on peut avoir en effet énormément de données sur comment se structure ce secteur, qu'il soit B2B ou qu'il soit en fait pour des étudiants, je dirais, d'art ou d'autres sujets. Donc c'est un sujet en plein boom. Le sujet, je dirais, de la logistique est bien évidemment un sujet très hot et nous avons parmi nos clients un certain nombre d'ingénieries notamment qui intègrent des solutions logicielles en fait pour le secteur de la logistique qui connaît comme dans tous les pays une énorme, euh, je dirais, un boom en fait avec certaines villes espagnoles comme Madrid ou Zaragoza qui sont devenus des vrais hubs, des vrais ports secs en terre où on transite tous les produits en fait qui sont produits par l'Espagne et certains qui viennent du sud, donc du Maroc et de l'Afrique du Nord. Donc avec des ports très importants en effet, également en Espagne, qui vont peut-être aussi concurrencer Marseille ou d'autres ports français. Donc au niveau du secteur industriel, bon, toujours plus de niche. Nous, on a davantage de secteurs services que de secteurs industriels, mais nous avons beaucoup d'entreprises du secteur industriel qui connaissent un certain succès. Euh, donc, euh, donc là-dessus, en effet, ça dépend vraiment du secteur, mais je pense toujours à un client qui fait des petits chariots qui chauffent les repas pour les hôpitaux et les prisons. Et sa promesse, c'est que le prisonnier ou le malade va recevoir un plateau de, de nourriture qui soit chaud, en fait, hein. Donc lui, il a quand même un certain succès, en fait, hein. Et, et comme ça, en fait, on a énormément de compartiments industriels qui marchent bien, des machines scientifiques pour les universités, des personnes qui font la publicité. Donc en effet, là, il faut creuser davantage comme localisation également. Il y a des personnes qui sont en fonction de leur localisation. Si vous êtes plutôt dans le secteur agricole, il faudra aller plutôt du côté de Murcie ou en Navarre, qui sont des grandes puissances agricoles en Espagne. Et en effet, au niveau de la localisation, nous, on constate plutôt que elle se fait parce qu'on a trouvé quelqu'un à Bilbao, on a trouvé quelqu'un à Toledo, enfin peu importe, et que la localisation se fait parce qu'on a trouvé un professionnel à un endroit qui va porter le projet. Mais on voit surtout aussi dernièrement que beaucoup de projets s'implantent à Madrid, en fait. Avant, on avait Barcelone qui était surreprésenté. Il y avait peut-être une mode de Barcelone. Aujourd'hui, beaucoup de projets se font sur Madrid. Et puis, à partir de Madrid, on va essaimer, on va mettre des centres de travail ailleurs. On peut en avoir autant qu'on veut. D'ailleurs, le télétravail est très répandu. Donc, nos sociétés vont recruter des personnes dans l'ensemble du pays. C'est vraiment quelque chose qui est assez souple. Et détenir plusieurs centres de travail, même pour des sociétés qui ont peu finalement de salariés en fait. Il ne faut pas penser qu'il faut venir avec 20 ou 30 salariés. Beaucoup de sociétés ont des business rentables avec 5 salariés qui vont développer, faire un service après-vente localement. Et dans tout ce qui est solutions digitales, je vois, on a deux entreprises autour de la table qui travaillent beaucoup dans le milieu digital. Est-ce qu'il y a des aspects à prendre en compte qui pourraient être différents par rapport au marché français? Il y a une vraie compétitivité prix de la part du coût du salarié, c'est-à-dire on peut penser que un bassin d'emploi comme Madrid ou Barcelone offre énormément de talent digital à un meilleur prix qu'en France, ça c'est une réalité. De l'autre côté, au niveau des grands donneurs d'ordre, parce que souvent nos clients de ce secteur vont travailler plutôt avec des grands comptes en fait. Il y a une traction énorme avec Inditex, enfin Santander, les constructeurs comme ACS, Iberdrola ou d'autres leaders des énergies renouvelables comme Acciona ou Gamesa. Donc, au niveau du secteur digital, c'est vraiment plus d'un tiers de notre portefeuille et la très grande majorité des projets ont du succès.
C'est-à-dire que, enfin, tout dépend de si vous êtes plutôt service, c'est-à-dire basé uniquement sur les personnes, ou bien le poids de la plateforme est très important. Donc là-dessus, cela dépendra de la compétitivité à un moment donné des algorithmes proposés par votre plateforme et de comment vous leveragez ça avec les personnes. Donc en effet, nous, on travaille avec énormément de plateformes. On a par exemple Lucas dans les RH, ça marche très bien. On a Agicap dans la prévision de trésorerie, ça marche très très bien. On a un bon nombre d'agences marketing et de services liés à l'ingénierie également. Donc, c'est vraiment quelque chose où on a l'impression que si vous suivez un client français, et il y a 3000 sociétés françaises implantées ici, tous les grands groupes sont présents, vous n'aurez pas beaucoup de mal à employer ce credential, cette référence, pour convaincre certains clients espagnols enfin, si votre produit est bon, votre service est bon, d'adopter. Et c'est dans ce sens où on rencontre quand même un succès de toutes ces verticales basées sur le digital ou service plus digital. Donc, c'est un vrai sujet et aujourd'hui, on constate que les Espagnols sont adopteurs de solutions et que le prix reste quand même un sujet important. Merci Diego. Je rebondis vite fait sur avant que, bon, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions hein, dans le chat, je parle aux participants. Je rebondis vite fait sur quelque chose que tu as évoqué tout à l'heure, tu as évoqué l'Afrique du Nord. Tu as évoqué l'Afrique du Nord, tu as évoqué le Maghreb notamment. Je sais qu'il y a de très bonnes relations commerciales entre l'Espagne et le Maroc notamment. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur effectivement le fait d'avoir un pied en Espagne peut être bénéfique pour aller chercher des marchés aussi en Afrique du Nord? Oui, oui, là-dessus. Enfin, c'est vrai que la France et l'Espagne ont de très très belles relations avec le Maroc du point de vue économique. Et les Marocains souvent parlent très bien le français et l'espagnol en fait. Donc, à part ça, moi, je peux pas dire davantage. C'est-à-dire, je cherche des exemples parmi mes clients. J'ai par exemple un transporteur de gaz dangereux qui est implanté à Algeciras et qui a une position en effet stratégique en fait. euh, Vis-à-vis du Maroc et qui fait transiter les sujets par le Maroc. Et donc, c'est une question de proximité finalement. C'est-à-dire, il y a une compatibilité culturelle, une proximité géographique et tout dépend finalement de l'activité qu'on va faire. Donc, en effet, là, j'ai pas, je retrieve quelques exemples. J'ai pas plus d'exemples à donner là-dessus concrets, sauf mon client qui est basé à Algeciras, pour qui la proximité au Maroc est fondamentale. Mais nous avons également conseillé des sociétés marocaines qui s'implantaient en Espagne. Donc il y a quand même il y a beaucoup de Marocains qui viennent en vacances en Espagne, donc il y a une vraie compatibilité. Donc, après, est-ce qu'il y a un avantage de passer par l'Espagne pour faire le Maroc? Je suis pas sûr. C'est-à-dire la France est tout à fait, enfin, Mhm. il y a Marseille, il y a une grande connectivité aussi France-Maroc. Donc je dirais pas enfin, sauf pour des sujets qui ont besoin de beaucoup de proximité géographique, Mhm. euh, ou peut-être aussi, enfin, le Maroc aussi va fournir de la main-d'œuvre pour des exploitations agricoles dans le sud de l'Espagne. Enfin, ça, c'est vraiment, si on parle personne, c'est ça qui est un argument déterminant. Et des business, nous, on a plusieurs sociétés en fait dans l'agri-food qui sont françaises, qui sont présentes en Espagne et qui vont, enfin, sur des objets connectés pour l'agricole, des modèles en fait innovants ou des plateformes en fait qui vendent des, euh, des produits en fait pour les agriculteurs, c'est des choses qui se développent et en effet ils vont aller chercher le sud de l'Espagne entre autres parce que c'est une puissance européenne de frais, hein, de produits frais qui vont remonter vers le nord de l'Europe, hein, parfois avec en tout cas voilà en fait, hein, alors que l'Amérique latine c'est une histoire plutôt de langue en fait et là-dessus il y a vraiment des équipes espagnoles qui vont à terme adresser ce marché, en fait.
parce qu'il y a une énorme... Enfin, ici, vous avez énormément de latino-américains qui sont présents, qui font leurs études, qui vivent ici, et ça facilite énormément le staffing, le développement projet latino-américain. Donc, je dirais que cet avantage compétitif pour le Maroc, c'est la proximité énorme. J'ai un client qui a traversé à la nage le détroit en fait, de Gibraltar. Il faut le faire. Ouais, Et, il parce faut qu'il y le a des faire. courants, visiblement. Il faut vraiment être très attentif aux courants et se faire accompagner. Mais surtout, en effet, l'Amérique latine en termes de langue. Et de traités bilatéraux que la France n'a pas, en fait. Donc, D'accord. fiscaux. Fiscaux. Très bien. On a une petite question de la part d'Antoine sur parce que bon, l'Espagne, c'est aussi les Baléares, c'est aussi les Canaries. Oui. Donc, et la question porte sur les Canaries, et puis bah, de facto, bah, je vais parler aussi des Baléares. Pour le coup, est-ce que vous avez de l'expérience sur ces marchés? Oui, enfin, on a accompagné un client de la région Bretagne, en fait, dans l'implantation à Ménorque. En fait, c'est une agence euh, de tourisme, en fait, B2B hein, pour les entreprises, inbound, hein, qui fait des tours. C'est un tour opérateur. Donc, cette personne, cet énorme professionnel de ce secteur, s'est implanté à Ménorque, pas pour des raisons personnelles, mais également par l'énorme potentiel de cette île. Et donc, en effet, sans étonnement, le projet qu'on a fait à Ménorque, c'est un projet lié au tourisme. Et en effet, à Majorque, il y a énormément de centres d'appel et de solutions, en fait, notamment Amadeus, hein, qui est un énorme également acteur des réserves de tourisme, de vol, etc. Donc, là-dessus, en effet, il y a des particularités, je dirais. Enfin, si vous êtes tour opérateur dans un de ces deux endroits, il faut bien évidemment être agrémenté localement. Et puis en effet, aux Canaries, c'est une zone qui a un statut fiscal spécifique. Donc les sociétés qui s'implantent auront un traitement fiscal particulier qui peut être bénéficiaire en fonction de votre, en effet, activité. Donc D'accord. là-dessus, en effet, ça peut être intéressant. Nous, on dispose en effet d'un référent fiscal en interne. On pourra faire une analyse si oui, en effet, vous avez un avantage particulier à vous implanter dans cette région, et si votre produit ou service peut en effet, enfin le business model, la gouvernance, la structure juridique de la société fait sens pour les Canaries, qui a comme Ceuta et Melilla, les deux enclaves au Maroc. euh, Ouais. Il y a un statut fiscal spécifique. Ah, d'accord. Pour Ceuta et Melilla également. D'accord. On parle de territoire commun. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un territoire commun fiscal. Après, il y a el territorio foral. Ça, c'est Pays Basque et Navarre. Les Navarrois sont très fiers. Ça a été décidé dans l'année 700. Hein, ça date quand même. Et donc, ils défendent leur sujet. Même les règles de valorisation minimum d'une société sont différentes. En fait, il faut faire attention. Et, et, euh, et en effet, les territoires de Ceuta, Melilla et Canarias qui ont des statuts particuliers encore différents. En fait. Donc, D'accord. nous, on intervient en termes fiscaux, en termes paye dans l'ensemble du territoire ibérique, espagnol. Au Portugal, on a également un partenaire. Et en effet, c'est des sujets qu'il faut étudier au cas par cas parce que y a un traitement différent, en fait. Hein. Mais on est capable de vous accompagner sur l'ensemble du territoire ibérique. D'accord. Bah, écoute, j'inviterai à ce moment-là Antoine à rentrer en contact avec toi pour en savoir plus. Juste pour finir, peut-être quelques points sur l'interculturel. Toujours un sujet qui est toujours sous-jacent de tous nos ateliers. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les points de vigilance, d'attention, les différences interculturelles qui peuvent exister entre la France et l'Espagne, peut-être des anecdotes ou des choses ou pas, ou même des choses assez générales que tu peux nous partager en quelques minutes. Bien sûr, oui, oui, tout à fait. Les Espagnols sont extrêmement proches. Enfin, c'est des gens qui vont se toucher, qui vont s'embrasser, ils vont je dirais, bien se connaître. Je pense que beaucoup plus qu'en France, je trouve que la génération de confiance passe par les références, passe par
un certain nombre de contacts physiques accrus, en fait, pour générer la confiance. Donc, on reste dans une culture où il faut déjeuner avec vos partenaires d'affaires, où il faut poser des questions sur la famille, le nombre d'enfants, ce qu'il faut. Donc, c'est quelque chose où l'humain est au centre, en fait, hein. Le centre, c'est l'humain, c'est pas autre chose. L'argent est secondaire, c'est l'humain qui compte. Il faut vraiment pas perdre de vue ça. Après, toute personne, il y a énormément de personnes, de types, de personnes différents, mais mon expérience fait que on est avant tout des personnes, et puis par la suite, on fait des choses, en fait. Donc, un, confiance, deux, affaires. Dans d'autres pays, c'est peut-être plus transactionnel. L'Espagne est relationnel. Donc, après, en ce qui concerne, je dirais, la relation à l'incertitude, hein, c'est-à-dire à est-ce que j'ai planifié en détail les prochaines étapes, peut-être que le français est beaucoup plus préviseur dans ce sens. Et ce qui fait quoi? Qu'est-ce que cela fait? Qu'un espagnol peut changer d'avis plus rapidement que le français. Cela fait aussi que le français va tarder plus à décider, parce qu'il a un plan, il faut suivre le plan. Alors l'espagnol pivote beaucoup plus rapidement. Donc ça, quand j'ai passé de mauvais moments, c'est que l'espagnol s'impatientait par la longueur de prise de décision du français, en fait. Donc les Espagnols voient les Français, enfin des personnes sérieuses, certes, mais qui tardent un petit peu de temps à décider, qui parfois ne parlent pas trop clairement. Ici, on parle direct, en fait. Donc, et ça, c'est quelque chose où le français devra, je pense, être beaucoup plus agile ou rapide, même pour prendre en compte le délai de préavis dans le cas d'un licenciement, d'un recrutement. Il faut aller beaucoup plus vite. Donc la vitesse, dans ce sens, est importante. Et j'ai l'impression que la société française va un peu moins vite dans ce sens que la société espagnole. Donc, ou que le dirigeant espagnol. Après, le dirigeant espagnol décide seul, en général. Donc, quand il rencontre un dirigeant français, il va attendre qu'on décide ensemble, autour d'une table, rapidement. Alors que souvent, le dirigeant français va souhaiter consulter, en fait, en France. Donc, il va revenir, il va dire oui, je vais parler à mes troupes, il va parler à ses troupes. Il y a malgré le fait qu'on dit qu'il y a beaucoup plus de consensus en Allemagne qu'en France, moi je trouve que il y a moins de consensus encore en Espagne. C'est-à-dire que les dirigeants français vont quand même prendre la température parmi les équipes, parmi les autres actionnaires, avec les fonds d'investissement qui sont nombreux aujourd'hui en France, ou avec le banquier avec Alain de la Banque Populaire et Philippe. Donc c'est bien, hein, je ne dis pas que ce soit mauvais, hein, de prendre langue avec ses différents partenaires, mais j'ai quand même l'impression que certains de nos clients vont laisser passer des opportunités parce qu'ils tardent un peu à les saisir, en fait. D'accord. C'est intéressant. Relationnel, plus relationnel que transactionnel. L'instinct a l'air Ouais. d'être intéressant. Le dirigeant qui dirige et qui prend ses décisions quelquefois enfin, seul. Bon, tu nous as donné quelques mots-clés intéressants dans cet atelier. On a parlé de prix, on a parlé que le fait qu'il y a quand même que l'Espagne, c'est un marché avec beaucoup d'opportunités. L'exception française peut être intéressante aussi à mettre en avant. Et qu'au centre, finalement, c'est l'humain. C'est l'humain qui domine. Et donc, bah, je te remercie beaucoup pour ces éclairages. J'ai pas d'autres questions dans le chat. Je pense que nous pouvons conclure cet atelier, ce web café, qui sera donc enregistré et diffusé sur notre chaîne YouTube donc dans le courant de la semaine prochaine. Prochain atelier du World Trade Center Rennes-Bretagne, c'est mardi, c'est sur les US. Puis on aura quelques ateliers au mois de novembre sur le Canada, on aura le Brésil, et puis on aura une très belle aussi opportunité qu'on met en avant pour les membres du World Trade Center, c'est de pouvoir exposer leur marque à l'étranger. On a déjà reçu une très belle photo de la Banque Populaire Grand Ouest avec leur belle ultime devant la Statue de la Liberté. Donc l'idée, c'est de pouvoir parler de sa marque à l'étranger, l'exposer sur une photo et tout ça lors d'un vernissage très sympa qui aura lieu donc le jeudi 18 décembre dans nos nouveaux locaux en centre-ville de Rennes. En tout cas, il est temps de te remercier Diego, de remercier Rimbaud, de remercier Pramex et Merci, Diego. ABPGO pour votre soutien.
et de vous dire à très bientôt en tout cas. Et je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end, encore quelques heures. Merci beaucoup. Bonne journée à Merci tous. Merci, énormément. bonne Au journée. revoir. Merci Au à revoir. tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.